RDC, la majorité et l'opposition envisagent toutes deux une manifestation le 28 novembre à Kinshasa. Il s'agit de dénoncer le calendrier qui prolonge de fait d'un an le pouvoir du président Joseph Kabila. Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur des cas d'esclavage près de la capitale libyenne dénoncée la semaine dernière par un documentaire de la chaîne américaine CNN. La Gambie pensait en avoir fini avec les purges inexpliquées dans l'armée, mais la détention d'une dizaine de militaires sème le doute sur la détermination du nouveau pouvoir à respecter les droits de l'homme. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en République démocratique du Congo. La majorité et l'opposition envisagent toutes deux une manifestation le 28 novembre à Kinshasa. Pour les uns, il est question de soutenir le calendrier électoral en cours, mais pour les autres, il s'agit de dénoncer le dit calendrier qui prolonge de fait d'un an le pouvoir du président Joseph Kabila. Reportage. C'est par courrier en date du 13 novembre, mais rendu public seulement samedi, que la majorité présidentielle indique au gouvernement de Kinshasa qu'elle souhaite organiser une marche pacifique le mardi 28 novembre dans la capitale de la République démocratique du Congo pour soutenir le calendrier électoral qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Un courrier qui, pour l'opposition, sonne comme une provocation. Elle avait déjà en effet de concert avec des mouvements citoyens prévus pour la même date, le 28 novembre, une nouvelle journée de mobilisation pour demander le départ du président Kabila dès la fin de cette année. Dans un tweet, le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, a dénoncé ce qu'il qualifie de pratique visant à programmer une marche le même jour que l'opposition aux fins d'interdire finalement toute mobilisation le jour J. Pour lui, quoi qu'il arrive, la mobilisation du 28 novembre aura bel et bien lieu. Mercredi, une première journée de mobilisation des opposants avait été fermement contenue par les forces de sécurité. Une fermeté qui a suscité jeudi une réaction commune de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et de la Suisse, se déclarant préoccupés par l'état des libertés d'expression en République démocratique du Congo. Le gouvernement, lui, se défend de tout radicalisme. En Gambie, après 22 ans de règne de soupçons sous Yaya Jammeh, le pays pensait en avoir fini avec les purges inexpliquées dans l'armée. Mais la détention d'une dizaine de militaires sème le doute sur la détermination du nouveau pouvoir à respecter les droits de l'homme. Reportage. Au pouvoir dans son pays depuis bientôt 9 mois, le président Adama Barrow a affiché sa volonté de rompre avec l'arbitraire et les violations des droits de l'homme du régime de son prédécesseur qui vit en exil en Guinée équatoriale. En juillet, il avait relativisé les craintes de complot que fomenteraient des proches de Yaya Jammeh avec des membres des forces de sécurité jugeant terriblement exagérées ces rumeurs. Il assurait même avoir réintégré beaucoup de personnel militaire qui avait été limogé injustement à la suite du changement de régime. Paradoxalement, dans la même période, 3 militaires ont été mis aux arrêts. Il venait ainsi grossir le nombre de 7 autres mis à l'ombre quelques semaines plus tôt. En tout, une douzaine d'hommes en uniforme sont en détention pour une durée indéterminée, bien au-delà du délai légal de la garde à vue de 112 heures, en croire un responsable militaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Face aux critiques des associations de défense des droits de l'homme dénonçant la durée de ces détentions sans inculpation, le ministre de l'Information Demba Ali Diao a invoqué une clause de sauvegarde autorisant le renouvellement de les détentions tous les 14 jours. Une violation flagrante de la Constitution s'est offusqué le directeur de l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique, invitant expressément le chef de l'État à prendre personnellement ses responsabilités. Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur des cas d'esclavage près de la capitale libyenne, dénoncée la semaine dernière par un documentaire de la chaîne américaine CNN. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre du gouvernement. Samedi, 1 millier de personnes ont manifesté à Paris contre ces cas d'esclavage dénoncés. Dans un communiqué diffusé dimanche sur Facebook, le gouvernement libyen d'Union nationale, à travers son vice-premier ministre Ahmed Metig, a annoncé qu'il chargera une commission d'enquêter sur les cas de migrants vendus comme esclaves près de Tripoli, la capitale libyenne. Une enquête qui devrait permettre d'appréhender
et soumettre les responsables à la justice. Un récent reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye et largement partagé sur les réseaux sociaux a provoqué une forte émotion, suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU. 1 millier de personnes ont manifesté samedi à Paris contre ces cas d'esclavage en Libye, dénoncés la semaine écoulée par un documentaire de la chaîne américaine CNN. Aujourd'hui, on s'indigne par rapport aux Africains qu'on est en train de vendre en esclavage. Et la communauté internationale n'en parle pas. Ce que nous voulons, qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Et moi, je pense que ça serait déjà le début de régler les conflits qui sont en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Les manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs associations. Le rassemblement s'est achevé sur les Champs-Élysées avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly a dénoncé l'esclavage en Libye et l'inaction des dirigeants africains. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés du président de l'association malienne des expulsés et du porte-parole du mouvement Trop c'est trop à Bamako au Mali. Avant leur déclaration, ils avaient souhaité effectuer un sit-in devant l'ambassade de la Libye à Bamako, mais la demande d'autorisation a été refusée par le gouvernement de Bamako. Je vous propose donc de suivre un extrait des déclarations de Tiken Jah Fakoly. Le chef d'État, c'est vrai, nous avons entendu qu'ils se sont exprimés, mais nous sommes là pour dire qu'ils sont quand même au pouvoir. Ils peuvent poser des actes plus concrets que de s'exprimer. Nous sommes choqués par l'inaction aussi des dirigeants occidentaux, mais nous comprenons qu'ils sont dans le complot, puisque c'est eux qui financent et qui donnent des ordres pour que nos frères soient bloqués en Libye. Mais vu que la situation est difficile comme ça et qu'il y a l'humiliation, parce que quand un Africain est humilié, comme on vient de voir, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont vendus, c'est toute l'Afrique qui est humiliée. Donc quand la situation devient comme ça, je pense qu'il est important de chercher à garder sa dignité, quelles que soient les difficultés. Moi, j'ai toujours dit qu'on a le droit de partir, mais que notre place, c'est ici, en Afrique. Au Cameroun, beaucoup de victimes du groupe djihadiste Boko Haram souffrent de stress post-traumatique. C'est le cas, par exemple, de centaines de personnes kidnappées par des membres de la secte islamiste en 2013, avant d'être libérées fin 2014 par l'armée camerounaise. Ils vivent depuis, pour la plupart, au camp de réfugiés de Minawao, où ils tentent de retrouver une nouvelle vie. Reportage. Yahya Dawa a été kidnappé par des membres de Boko Haram en 2013. Libéré fin 2014 par l'armée camerounaise, il vit depuis au camp de réfugiés de Minawao, où il a retrouvé ses petits-enfants. Il nous avait pris avec 5 autres personnes qui avaient refusé de s'islamiser. Ils sont partis les tuer dans un marigot près de Mozogo. Ils les avaient tués en notre présence. Ils les avaient égorgés. Difficile pour lui et d'autres personnes de se débarrasser des souvenirs amers laissés par la secte islamiste nigériane qui avait fait et continue de faire des victimes. À Bangui, j'étais au marché. Je vendais du riz, des haricots, des arachides. Et subitement, j'ai vu les Boko Haram qui sont entrés. Ils ont commencé à tuer les gens. Beaucoup de victimes du groupe djihadiste Boko Haram souffrent de stress post-traumatique. Et le risque pour les plus jeunes de développer à la longue des personnalités psychopathiques n'est pas exclu. Comme le risque, c'est que les personnes, ces enfants développent à la longue des personnalités psychopathiques, deviennent aussi des porteurs de violence, deviennent des porteurs de meurtre. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est les aider à déconstruire ces mécanismes désadaptés pour réduire ou bien éviter carrément un trouble de personnalité, la construction d'un trouble de personnalité. Malgré les succès militaires dans la région du lac Tchad, Boko Haram a continué de lancer des attaques contre des cibles militaires et des villages de la région, ainsi que des attentats suicides sanglants contre des innocents.
Le Zimbabwe a connu samedi l'une des plus grandes manifestations jamais organisées depuis son indépendance. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de la capitale Harare pour réclamer la démission de Robert Mugabe. Cette manifestation qui a rassemblé des citoyens de tous bords politiques vient accentuer la pression sur le président Mugabe, de plus en plus isolé et abandonné par ses alliés les plus précieux à travers ces images. Des dizaines de milliers de Zimbabwéens ont manifesté samedi dans une ambiance festive pour exiger la démission de Robert Mugabe. Il s'agit de l'une des plus grandes manifestations jamais organisées depuis l'indépendance et l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe en 1980. Les manifestations organisées à Harare, la capitale, et à Bulawayo, la deuxième ville du pays, ont rassemblé des citoyens de tous bords politiques. Des ministres, des proches du parti au pouvoir, la ZANU-PF, mais aussi de l'opposition, des Noirs et, chose rare, des Blancs, tous unis contre un seul homme, Robert Mugabe. Nous vous avons réunis pour mettre fin à nos souffrances. Ça doit s'arrêter. Il doit partir. Il doit partir. Zimbabwéens, peu importe de quel parti vous êtes, que vous venez de la ZANU-PF ou du Mouvement pour le changement démocratique ou du Parti démocratique du peuple ou du MPP, même si vous n'avez pas de parti, on a une mission ensemble. Il doit partir. Robert Mugabe doit partir. Toute la journée, les manifestants ont salué l'intervention de l'armée qui a pris le contrôle du pays dans la nuit de mardi à mercredi et a signé à résidence le président Mugabe. Pour nous, les jeunes Zimbabwéens, il doit partir. Je suis heureux. Aujourd'hui, c'est comme un jour d'indépendance pour moi. À Harare, l'armée qui a officiellement apporté son soutien à cette journée anti-Mugabe a stoppé en début d'après-midi des milliers de personnes qui se sont dirigées vers le palais présidentiel. Le peuple du Zimbabwe était discipliné, ordonné et unifié. Très unis en tant que peuple. À 93 ans, Robert Mugabe se retrouve de plus en plus isolé, abandonné par ses alliés les plus précieux. Après l'armée et les anciens combattants, 9 des 10 sections régionales de la ZANU-PF l'ont à leur tour lâché vendredi, demandant son départ. Malgré cet isolement, le vieux lion a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi ne pas pouvoir démissionner et entend donc présider au destiné de son parti. Donc le prochain congrès sera présidé par Robert Mugabe selon son annonce. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika. Restez donc câblés.